Il y a 20 ans, pratiquement jour pour jour, la convention présidée par Roman Herzog achevait l'écriture de la charte. Proclamée en décembre 2000, elle acquérait 9 ans plus tard, à la faveur du traité de Lisbonne, une force obligatoire. Depuis lors, de nombreux arrêts de la Cour de justice en ont fait application et de très nombreuses pages de doctrine ont été écrites à son propos. Or, malgré toute la sympathie que je leur porte et le respect que je leur dois, un instrument de protection des droits de l'homme n'a cependant pas vocation à demeurer un instrument de contemplation et de délice intellectuel uniquement pour quelques juges à Luxembourg et chercheurs à l'université. La success story de cet instrument ne peut se concevoir sans son implantation profonde dans la communauté juridique. La communauté des juges nationaux, la communauté des plaideurs nationaux, la communauté des ONG et, cela va de soi, la communauté des sujets des droits garantis. La charte doit être, pour cette communauté juridique, non pas un gadget, mais bien une ressource, et elle doit apparaître comme étant telle. Or, force est de constater que sur ce point, du travail reste encore à faire. Un eurobaromètre publié par la Commission européenne en juin 2009 fournissait quelques résultats interpellants. Une majorité de répondants n'avaient jamais entendu parler de la charte. Et parmi ceux-ci, seule une finalement très petite minorité, parmi ceux qui en avaient entendu parler, seule une petite minorité savait de quoi il s'agissait au juste. Une majorité de répondants pensaient que la charte n'était pas obligatoire et 7% seulement des répondants avaient une juste conception du champ d'application de la charte. Dans son rapport de 2018 sur l'application de la charte, la Commission notait que celle-ci n'était pas exploitée autant qu'elle le pourrait. Et en prélude à un focus récent, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne s'inquiétait. Et je la cite, « Les échanges avec les praticiens et les consultations menées révèlent que la valeur ajoutée de la charte semble rester incomprise pour de nombreux professionnels du droit, qu'il s'agisse d'avocats, de juges ou de représentants d'institutions nationales des droits de l'homme et d'organisations de la société civile spécialisées dans les droits de l'homme. » Fin de citation. Alors cette incompréhension, il nous faut l'explorer, il nous faut en prendre la mesure et paradoxalement, il nous faut la comprendre. Tel est l'objectif de cette conférence qui mobilisera une analyse interdisciplinaire et donnera la parole aux utilisateurs de la charte. Dames en heren, beste collega's, een van de laatste conferenties die ik heb bijgewoond in de wereld van toen, in de wereld van voor corona, ging over het EU-handvest van fundamentele grondrechten. Het was op 12 november 2019 bij de Concert Noble hier in Brussel. Zonder mondmaskers, zonder schermen tussen de deelnemers. Ach, die wereld van toen. De conclusies werden gebracht door Koen Leenaerts. Het was boeiend, een echte collega. Daarom zijn wij bijzonder vereerd en verheugd dat voorzitter Leenaerts heeft aanvaard om ook vandaag aan onze samenkomst deel te nemen. Dat zal dit keer niet met een conclusie zijn, maar met een inleiding. De eerste stap van onze verkenning, le premier pas de notre exploration. Koen Leenaerts bevindt zich deze keer achter een scherm, want de wereld van toen is niet meer. Maar ik ben er zeker van dat zijn presentatie zal boeiend zijn en ons de nodige eikpunten zal brengen voor de discussies van vandaag. Voorzitter Leenaerts, beste Koen, ik geef u graag het woord voor ongeveer 40 minuten. Bedankt. Merci, chers collègues, merci, cher Sébastien, pour cette aimable introduction. Tout d'abord, j'aimerais remercier vivement les organisateurs de cette conférence pour cette belle initiative qui vise à examiner l'impact de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'intégration européenne à l'occasion de son 20e
anniversaire. Je tiens également à féliciter pour avoir réussi à réunir une panoplie d'experts au plus haut niveau, avec des parcours et des expériences différents, mais en même temps complémentaires, grâce auxquels nous approfondirons nos connaissances en la matière. J'ai l'honneur aujourd'hui et le plaisir d'inaugurer cette conférence devant un public très distingué, malgré le contexte particulier dans lequel nous vivons, marqué par une pandémie qui affecte le monde entier. Cette pandémie a changé radicalement notre mode de vie, en limitant notamment l'exercice de nos droits fondamentaux. Notre liberté de mouvement et de circulation s'est vue limitée pour des raisons impérieuses de santé publique. Il en va de même pour ce qui est du droit à la vie privée, avec la mise en place d'applications qui tracent nos mouvements, ainsi que pour la liberté d'entreprise et le droit à l'éducation, qui ont dû s'adapter à une nouvelle réalité. Le contexte actuel démontre que tant l'Union européenne que ses États membres devront faire face à de nouveaux défis et à de nouvelles questions portant sur le point de savoir où se trouve le juste équilibre entre l'exercice de la liberté individuelle et la protection de l'intérêt général. La charte sera un outil indispensable et précieux qui nous aidera à trouver ce juste équilibre. Proclamée solennellement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission à Nice le 7 décembre 2000, la charte n'est pas devenue immédiatement un instrument juridique contraignant. En tant qu'instrument de soft law, son rôle est resté limité pendant presque 9 ans. Néanmoins, dès cette période, certains avocats généraux ont utilisé la charte en tant qu'outil d'interprétation des principes généraux du droit de l'Union. Peut-être motivés par l'échec du traité établissant une constitution pour l'Europe, qui incorporait la charte dans sa deuxième partie, ou encore par le fait que le législateur de l'Union avait commencé à mentionner la charte dans le préambule d'actes normatifs touchant aux droits fondamentaux, la Cour de justice s'est ralliée à cette pratique d'interprétation conforme à la charte en 2006. Elle s'est référée à la charte pour la toute première fois dans un arrêt, l'arrêt Parlement contre Conseil de 2006, portant sur la directive sur le regroupement familial, et ensuite dans des affaires importantes telles que par exemple la très connue affaire Viking Lights. Toutefois, ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, que la charte a acquis la même valeur juridique que le traité. En devenant partie intégrante du droit primaire, la charte a déployé tout son potentiel. Désormais, elle est appelée à remplir une triple fonction. En premier lieu, à l'instar des principes généraux du droit de l'Union, elle sert à interpréter le droit de l'Union à la lumière des droits fondamentaux. Tant le droit dérivé de l'Union que le droit national mettant en œuvre le droit de l'Union doivent être interprétés conformément à la charte. La charte irradie ainsi l'ordre juridique de l'Union. En deuxième lieu, à l'instar de ces principes généraux, la charte sert de standard à l'aune duquel sont contrôlées la validité du droit dérivé de l'Union ainsi que la conformité du droit national avec le droit de l'Union. En effet, un règlement, une directive ou une décision qui n'est pas conforme à la charte sera déclarée nulle ou invalide. De même, l'Union ne saurait conclure un accord international qui ne respecte pas les droits fondamentaux reconnus
par la Charte. Pour ce qui est du droit national qui met en œuvre le droit de l'Union, la Cour de justice a estimé que le juge national a l'obligation de laisser inappliquée toute disposition de droit national qui est incompatible avec un droit fondamental reconnu par la Charte, produisant un effet direct lorsqu'une interprétation du droit national conforme à ce droit fondamental est exclue. En troisième et dernier lieu, la Charte, en conjonction avec la Convention européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH, et les traditions constitutionnelles communes aux États membres, est prise en compte en tant que source d'inspiration pour identifier des principes généraux du droit de l'Union. Cette triple fonction soulève des questions difficiles auxquelles la Cour de justice a été confrontée depuis 2009, comme le démontre sa jurisprudence bien étoffée sur la Charte. À la différence des traités, qui ne contiennent aucune disposition concernant les méthodes d'interprétation qui doivent être suivies, la Charte, notamment son titre 7, contient une série de dispositions générales qui visent à préciser la façon dont cette Charte doit être interprétée et appliquée. Je me réfère bien sûr aux articles 51 à 54 de la Charte. J'aimerais examiner de plus près ces dispositions générales, telles qu'interprétées par la Cour de justice, en nous focalisant sur trois questions, à savoir le champ d'application de la Charte, 2. Les limites qui peuvent être imposées à l'exercice des droits fondamentaux, et 3. Les relations entre la Charte et la CEDH, ainsi qu'entre la Charte et les traditions constitutionnelles communes aux États membres. Tout d'abord donc, le champ d'application de la Charte. Le champ d'application de la Charte est la clé de voûte du système de protection des droits fondamentaux de l'Union, qui assure sa conformité avec le principe d'attribution de compétences à l'Union. À cet égard, il ressort du libellé de l'article 51, paragraphe 1 de la Charte, que cette disposition établit une distinction binaire entre les institutions, les organes et les organismes de l'Union d'une part, et les États membres d'autre part. Elle reste toutefois silencieuse sur la question de savoir si la Charte s'adresse également aux personnes physiques ou morales. Prenons d'abord les institutions, organes et organismes de l'Union. Pour eux, la Charte s'applique à l'ensemble de leurs activités, dans le respect du principe de subsidiarité. De manière très importante, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Ledra, la Cour de justice a jugé que la Charte lie les institutions de l'Union, même lorsque ces institutions agissent, je cite, en dehors du cadre juridique de l'Union. C'était le cas ici pour la Commission européenne qui avait négocié au nom du mécanisme européen de stabilité qui se trouve organiquement parlant en dehors du cadre juridique de l'Union européenne, un protocole d'accord, Memorandum of Understanding, avec la République de Chypre. Cette obligation pour les institutions, organes et organismes de l'Union de toujours respecter la Charte, quel que soit le cadre juridique dans lequel ils agissent, c'est-à-dire le cadre juridique de l'Union ou un cadre juridique en dehors de celui de l'Union, s'explique par le fait que ces institutions, organes et organismes ont été créés par les traités ou en vertu de ces traités et doivent donc, dans toutes leurs actions, respecter le droit primaire dont désormais la Charte fait partie. Ensuite, il y a les États membres. Là, tout se joue sur la notion de mise en œuvre du droit de l'Union. La Charte, en effet, s'agissant des États membres, n'a vocation
ni à remplacer les catalogues des droits fondamentaux contenus dans les constitutions nationales, ni à transformer la Cour de justice en une espèce de nouvelle Cour européenne des droits de l'homme. C'est pour cette raison qu'il ressort du libellé de l'article 51, paragraphe 1 de la Charte, que la Charte s'applique aux États membres, je cite, uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. La question devient alors, bien sûr, de savoir dans quelles circonstances une telle mise en œuvre a lieu. À mon avis, la notion de mise en œuvre du droit de l'Union, au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la Charte, couvre toutes les situations dans lesquelles les États membres remplissent une obligation spécifique que leur impose le droit de l'Union. Dans une contribution publiée en 2014, j'ai expliqué cette notion à l'aide de la métaphore suivante. La Charte est l'ombre du droit de l'Union. Tout comme un objet définit les contours de son ombre, le champ d'application du droit de l'Union détermine celui de son ombre, c'est-à-dire la Charte. Il ne saurait y avoir de situation régie par le droit de l'Union dans laquelle la Charte ne s'applique pas, car cela serait contraire à la valeur du respect de l'État de droit sur laquelle l'Union européenne est fondée. À la lumière de la jurisprudence de la Cour, il est constant que la Charte s'applique aux situations où il existe une obligation d'agir dans le chef des États membres, ainsi qu'aux situations où une mesure nationale déroge au droit de l'Union. Mais cette même jurisprudence a également révélé que cette classification des situations dans lesquelles la Charte s'applique aux États membres ne suffit pas en tant que telle pour décider si la Charte s'applique dans des situations moins univoques et donc plus complexes. Pour poursuivre ma métaphore, aux confins du nombre, il y a des zones grises où il est difficile de déterminer où finit l'obscurité et où commence la lumière. C'est peut-être la raison pour laquelle, dans l'arrêt IDA, un arrêt de 2012, la Cour a fourni des indications supplémentaires pour examiner des cas de pénombre. Elle établit ainsi une série de critères qui ne sont ni cumulatifs ni exhaustifs, mais qui visent tout simplement à orienter les juridictions nationales. Dans cette affaire IDA, la Cour de justice a considéré que pour déterminer si une mesure nationale met en œuvre le droit de l'Union, au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la Charte, je cite, « Il y a lieu de vérifier, parmi d'autres éléments, ce qui prouve que ce n'est pas exhaustif, si la réglementation nationale en cause a pour but de mettre en œuvre une disposition du droit de l'Union, le caractère de cette réglementation, et si cette réglementation poursuit des objectifs autres que ceux couverts par le droit de l'Union, même si elle est susceptible d'affecter indirectement le droit de l'Union, ainsi que s'il existe une réglementation du droit de l'Union spécifique en la matière ou susceptible de l'affecter. En revanche, la Cour a également indiqué que, je cite, « le seul fait que des mesures nationales relèvent d'un domaine dans lequel l'Union dispose de compétences ne saurait les placer dans le champ d'application du droit de l'Union et donc entraîner l'applicabilité de la Charte. » C'est la jurisprudence Julian Hernandez pour les spécialistes d'entre vous. En outre, dans les très importantes affaires jointes qui ont donné lieu à l'arrêt TSN et AKT, un arrêt du 19 novembre 2019, rendu par la Grande Chambre de la Cour, concernant le droit au congé annuel payé, consacré à l'article 31, paragraphe 2 de la Charte,
la Cour de justice a jugé qu'un État membre ne met pas en œuvre le droit de l'Union lorsqu'il adopte des mesures nationales allant au-delà de l'harmonisation minimale prévue par les législateurs de l'Union. La Cour a noté à cet égard que la directive sur le temps de travail ne s'oppose pas à des réglementations nationales et à des conventions collectives de travail qui accordent aux travailleurs un droit au congé annuel payé d'une durée supérieure à la période minimale de 4 semaines prévue par cette directive, tout en excluant le droit de reporter tout ou partie des jours de congé annuel payés excédant la dite période minimale, lorsque le travailleur s'est trouvé en situation d'incapacité de travail pour cause de maladie. Il faut savoir que pour les 4 semaines de congé annuel payé garantis par la directive 2003/88, lorsqu'on tombe malade pendant cette période de congé annuel, on a droit à ajouter les jours de congé annuel après. Ici, la Cour a dit, oui, mais si l'État membre va au-delà de cette harmonisation minimale de 4 semaines de congé annuel, l'État membre agit au titre de ses compétences propres. Il n'exécute plus aucune obligation spécifique découlant du droit de l'Union. Et donc l'État membre peut dire, vous avez ces jours de congé annuel supplémentaires, donc au-delà des 4 semaines, mais si pendant ces jours-là, vous tombez malade, là, vous les perdez. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, s'agissant de la charte, la Cour de justice a estimé en premier lieu que la politique sociale est un domaine de compétences partagées au sens du TFUE. En deuxième lieu, la directive sur le temps de travail n'impose que des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, les États membres restant libres d'adopter des prescriptions plus protectrices pour autant qu'elles n'affectent ni ne limitent la protection minimale ainsi garantie aux travailleurs en vertu de la directive. En troisième et dernier lieu, le droit de l'Union n'impose aucune obligation spécifique aux États membres pour ce qui est des jours de congé annuels payés excédant la période minimale. Partant pour ce qui est de ces jours de congé, les réglementations, ces jours de congé supplémentaires, je veux dire, les réglementations nationales et les conventions collectives de travail ne mettaient pas en œuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la Charte, de sorte que la Charte ne s'appliquait pas, dans son article 31, paragraphe 2, à ces jours de congé supplémentaires. En troisième lieu, les particuliers. Et j'ai déjà dit, la Charte est silencieuse à leur égard, c'est-à-dire sur la question de savoir si les particuliers peuvent être ou non des porteurs d'obligations au titre de la Charte. En réalité, je me réfère ici à la question de l'effet direct horizontal de la Charte. Dans une série d'arrêts rendus par la Grande Chambre de la Cour en 2018 et en 2019, la Cour a jugé qu'un droit fondamental que consacre une disposition de la Charte peut produire un effet direct horizontal, à condition que cette disposition de la Charte se suffise à elle-même et ne demande pas à être concrétisée par des dispositions du droit de l'Union ou de droit national, pour conférer à des particuliers un droit dont ces particuliers peuvent se prévaloir en tant que tels dans des litiges les opposant à d'autres particuliers. Ainsi, un tel droit revêt un caractère impératif et inconditionnel, dans la mesure où il n'est pas seulement contraignant pour les autorités publiques, mais aussi pour les particuliers. La Cour a, à ce jour, jugé en ce sens que les articles 21, la non-discrimination sur différentes bases, l'article 31, paragraphe 2, justement, le droit au congé annuel payé, et l'article 47, le droit à la protection juridictionnelle effective de la Charte,
peuvent produire un tel effet direct horizontal. Il est vrai, comme je l'ai déjà dit, que l'article 51, paragraphe 1 de la Charte ne mentionne pas explicitement les particuliers parmi ses destinataires, à la différence des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que des États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Cette absence de mention des particuliers pourrait étayer la thèse selon laquelle la Charte dans son ensemble n'est pas de nature à produire un effet direct horizontal, comme d'ailleurs certains avocats généraux et des auteurs en doctrine l'ont préconisé. Toutefois, la Cour n'a pas suivi cette voie. Elle a implicitement rejeté cette thèse dans les affaires Association de médiation sociale et Egenberger, et elle a expressément écarté dans ses arrêts Bauer et Wilmeroth et Max Planck. J'explicite maintenant la jurisprudence de la Cour dans ses arrêts Bauer et Wilmeroth et Max Planck. C'est justement les arrêts du 19 novembre, donc, du 6 novembre donc, 2018, des arrêts concernant le congé annuel payé, l'article 31, paragraphe 2 de la Charte, et je prends cet arrêt parce qu'il faut le lire ensemble avec l'arrêt Dominguez de 2012, dans lequel la Cour n'a pas encore franchi ce pas. Donc, dans ces arrêts de 2018, la Cour note en premier lieu, je cite, « La circonstance que certaines dispositions du droit primaire s'adressent au premier chef aux États membres n'est pas de nature à exclure que ces dispositions puissent également s'appliquer dans les relations entre particuliers. » Et à cet égard, la Cour se réfère à une jurisprudence constante en matière sociale en réalité, Walraff et Koch, de Fresne, qui remonte aux années 70, Angonese de 2000. En deuxième lieu, l'article 51, paragraphe 1 de la Charte ne s'oppose pas à ce que certaines dispositions de celle-ci, telles que par exemple l'article 21, paragraphe 1, c'est-à-dire le principe de non-discrimination sur la base de l'âge, de l'orientation sexuelle, du handicap et ainsi de suite, se suffisent à elles-mêmes pour conférer aux particuliers des droits invocables en tant que tels dans des litiges les opposant à d'autres particuliers. En troisième et dernier lieu, l'exercice de certains droits fondamentaux implique, par la nature même de ces droits, l'imposition d'obligations à des particuliers. En d'autres termes, les droits n'auraient aucune prise réelle sur la position juridique du titulaire du droit si synalagmatiquement il n'y correspondait pas des obligations dans le chef d'autres particuliers. Et le rapport employeur-employé est évidemment particulièrement édifiant à cet égard. J'en viens maintenant à mon deuxième thème, les limitations à l'exercice des droits fondamentaux. Tout d'abord, il faut noter là qu'à la différence de la CEDH, qui pour chaque droit auquel il peut être dérogé, prévoit une clause spécifique de limitation, les auteurs de la Charte ont choisi une formule générale dont l'application est horizontale. L'article 52, paragraphe 1 de la Charte est ainsi une clause générale de limitation qui établit les exigences que toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnue par la Charte doit remplir pour être conforme aux droits de l'Union. Aucune limitation n'est toutefois possible en ce qui concerne les droits qui sont absolus, tels que la dignité humaine, le droit à la vie, ainsi que l'interdiction de la torture, des peines et des traitements inhumains et dégradants. C'est l'article 4 de la Charte sur laquelle il y a déjà toute une jurisprudence.
Mais donc, revenons-en aux donc, droits fondamentaux qui n'ont pas cette portée absolue, qui peuvent donc, aux conditions de l'article 52, paragraphe 1 de la Charte, être limités dans leur exercice. Tout d'abord, il y a l'exigence d'une base légale. Effectivement, l'article 52, paragraphe 1 de la Charte prévoit que toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi. Il découle de la jurisprudence de la Cour que l'expression prévue par la loi doit être interprétée en ce sens qu'en l'absence d'une base légale, un acte de l'Union ayant une portée individuelle ne saurait à lui seul imposer des limitations aux droits et libertés reconnus par la Charte. Il découle également de cette jurisprudence qui s'inspire de celle de la Cour européenne des droits de l'homme que l'expression prévue par la loi fait référence à la qualité de la loi, en ce sens qu'elle doit être conforme au principe de sécurité juridique qui exige qu'une mesure imposant des conséquences défavorables aux particuliers soit claire et précise. À titre d'exemple, parmi beaucoup d'autres, je cite l'affaire Al-Khodor. Dans cette affaire Al-Khodor, la Cour de justice a jugé que les critères objectifs permettant de constater l'existence d'un risque de fuite qui justifie le placement en rétention d'une personne qui a fait l'objet d'une procédure de transfert conformément au règlement Dublin III, c'est donc le règlement qui désigne l'État membre est responsable pour traiter une demande de protection internationale. Donc les critères permettant le placement en rétention d'une personne qui demande une telle protection internationale doivent être prévus, dit la Cour, par un acte de portée générale. Au vu de l'ingérence grave dans la liberté de ces personnes qu'entraîne leur placement en rétention, la Cour a dit pour droit, je cite, que seule une disposition de portée générale saurait répondre aux exigences de clarté, de prévisibilité, d'accessibilité et en particulier de protection contre l'arbitraire. Un État membre ne saurait dès lors fixer les critères objectifs permettant de constater l'existence d'un risque de fuite sur la base simplement d'une pratique administrative constante. Ça ne remplit pas la condition d'une base légale pour limiter le droit à la liberté, finalement, l'article 6 de la Charte. Deuxième exigence, le respect du contenu essentiel du droit fondamental. C'est repris de la jurisprudence allemande, der Wesensgehalt des Grundrechts. En prévoyant que toute limitation doit respecter le contenu essentiel des droits et libertés de la Charte garantit qu'aucune limitation ne vide les droits et libertés de leur substance. La notion de contenu essentiel opère ainsi en tant que limite aux limitations qui peuvent être apportées à l'exercice d'un droit fondamental. Dans l'affaire Schrems 1, la Cour a déclaré, comme vous le savez, en 2015, invalide la décision 2000/520 relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la sphère de sécurité, Safe Harbor, qui permettait aux entreprises ayant leur siège dans l'Union, en l'occurrence Facebook Island, de transférer des données à caractère personnel vers les États-Unis. Ce faisant, cette décision permettait aux autorités publiques des États-Unis, notamment la NSA, National Security Agency, d'accéder de manière généralisée au contenu de communications électroniques provenant de l'autre côté de l'Atlantique, et cela sans qu'aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en fonction de l'objectif poursuivi,
et sans que soit prévu un critère objectif permettant de délimiter cet accès. À cet égard, la Cour a estimé qu'un tel accès généralisé au contenu même des communications électroniques constituait une ingérence tellement grave et intense dans le droit à la vie privée, consacré cette fois-ci à l'article 7 de la Charte, qu'il portait atteinte, cet accès, au contenu essentiel de ce droit fondamental. De même, la Cour a relevé que la décision de la Commission 2520 ne prévoyait aucune possibilité pour le justiciable d'exercer des voies de droit afin d'avoir accès à des données à caractère personnel le concernant ou d'obtenir la rectification ou la suppression de telles données. Ainsi, la décision de la Commission ne respectait pas non plus le contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective garantie par l'article 47 de la Charte. Il n'y a pas tellement d'affaires dans lesquelles la Cour de justice a donc déclaré incompatible avec l'article 52, paragraphe 1 de la Charte, une limitation apportée à l'exercice d'un droit fondamental en raison de la violation du contenu essentiel de ce droit fondamental. Mais Schrems est le premier et le plus marquant de ces exemples. Il y en a quelques autres. Suite à l'arrêt de la Cour, la Commission a adopté une nouvelle décision, à savoir la décision 2016-1250, relative à l'adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données, mieux connu sous son appellation anglaise Privacy Shield. Mais à l'instar de la décision invalide, déclarée invalide en 2015, la nouvelle décision permettait également aux entreprises ayant leur siège dans l'Union, en l'occurrence à nouveau Facebook Island, de transférer des données à caractère personnel vers les États-Unis, de sorte que la validité de cette nouvelle décision a à nouveau été remise en cause, ce qui a conduit à l'arrêt Schrems II. Dans cet arrêt, comme le Privacy Shield avait évolué par rapport aux arrangements Safe Harbor qui avaient fait l'objet de l'arrêt de 2015, la Cour a implicitement estimé que la décision de la Commission ne portait pas atteinte cette fois-ci au contenu essentiel des droits à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte. Et pourquoi je dis implicitement considéré? Tout simplement parce que la Cour, dans son arrêt du 16 juillet de cette année 2020, est immédiatement passée au stade suivant, c'est-à-dire l'examen de la compatibilité de cette décision de limitation de l'exercice des droits fondamentaux issus des articles 7 et 8 de la Charte avec le principe de proportionnalité. Or, on ne procède pas à l'examen de la proportionnalité pour une mesure qui est déjà contraire en amont au contenu essentiel du droit fondamental en cause. Là, il s'avérait que le principe de proportionnalité, comme vous le savez, n'était pas respecté. Pourquoi? Il y avait certes un certain encadrement des programmes de surveillance opérés aux États-Unis, mais cet encadrement ne satisfaisait pas aux exigences justement découlant du principe de proportionnalité. En outre, la Cour a constaté que la décision de la Commission portait sur l'autre volet, c'est-à-dire celui de l'article 47 de la Charte, la protection juridictionnelle effective, toujours atteinte au contenu essentiel de ce droit, étant donné que la réglementation américaine présentait des lacunes en ce qu'elle ne prévoyait pas de recours effectif devant un tribunal indépendant contre les ingérences liées aux actions des services de renseignement américains couvertes par décret présidentiel Executive Order.
Ce constat n'était pas infirmé par la création de l'Office du médiateur du bouclier de protection des données, dès lors que ce médiateur n'était pas indépendant de l'exécutif et ne pouvait dicter des mesures contraignantes à l'égard des services de renseignement américains. La Cour a donc déclaré la nouvelle décision également invalide. Lorsqu'on concentre maintenant sur les objectifs légitimes et le principe de proportionnalité, il faut d'abord constater que les objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union, ce sont les termes de l'article 52, paragraphe 1 de la Charte, couvrent tant les objectifs mentionnés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne que ceux protégés par toutes sortes de dispositions spécifiques des traités. Ainsi que le montre la jurisprudence de la Cour de justice, la Cour a reconnu comme étant d'intérêt général une vaste variété d'objectifs allant de l'instauration d'une organisation commune de marché, en passant par la protection de la santé et de la sécurité, jusqu'au maintien de la sécurité internationale. Toutefois, même si les États membres peuvent poursuivre cette grande variété d'objectifs d'intérêt général, il n'en demeure pas moins que la Cour examine si l'objectif invoqué correspond réellement à l'action entreprise par l'État membre concerné, eu égard au contenu et à la finalité des mesures nationales en cause. Deux arrêts récents dans lesquels la Cour a accueilli les recours en manquement introduits par la Commission contre la Hongrie illustrent ce point. En premier lieu, il y a eu l'arrêt Commission Hongrie, qui est appelé par son nom conventionnel Transparence associative, un arrêt du 18 juin 2020, rendu par la Grande Chambre de la Cour, où la Cour a reconnu que l'accroissement de la transparence du financement associatif est un objectif légitime qui est susceptible de justifier une limitation au droit à la liberté d'association consacré à l'article 12 de la Charte. Toutefois, cet objectif légitime ne pouvait pas justifier la loi hongroise sur la transparence qui stigmatisait les associations et les fondations recevant en provenance d'autres États membres ou de pays tiers des aides financières d'un montant atteignant les seuils prévus par la loi. En effet, la loi hongroise reposait, je cite, sur une présomption de principe et indifférenciée selon laquelle ce type d'association et de fondation, ainsi que ce type d'aide financière étaient en eux-mêmes susceptibles de mettre en péril les intérêts politiques et économiques de la Hongrie, ainsi que le fonctionnement sans ingérence de ces institutions. Cette présomption était infondée. En second lieu, il y a l'arrêt Commission Hongrie, enseignement supérieur, un arrêt rendu cette semaine, c'est-à-dire le 6 octobre 2020. Dans cet arrêt, la Cour est parvenue à une conclusion analogue, somme toute. Le recours introduit par la Commission visait deux types de mesures prévues par la loi hongroise sur l'enseignement supérieur. Cette loi prévoyait en premier lieu que les établissements d'enseignement supérieur étrangers, comme la Central European University, dont le siège est situé en dehors de l'espace économique européen, pouvaient seulement continuer à fournir leurs services en Hongrie à condition que cet État membre conclue une convention internationale avec le pays tiers dont ils étaient issus. En second lieu, les établissements étrangers dont le siège est situé en dehors de la Hongrie, y compris donc dans un autre État membre, devaient également dispenser un enseignement supérieur dans leur pays d'origine. Après avoir constaté que ces mesures mettaient en œuvre le droit de l'Union, la Cour a considéré qu'elles constituaient une restriction à l'exercice de la liberté académique consacrée à l'article 13, seconde phrase de la Charte,
ainsi qu'à la liberté de créer des établissements d'enseignement et à la liberté d'entreprise, consacrées respectivement à l'article 14, paragraphe 3 et à l'article 16 de la Charte. La Cour a admis dans ce contexte que le maintien de l'ordre public, la prévention des pratiques trompeuses et la garantie d'un enseignement supérieur de qualité, invoqués par la Hongrie afin de justifier ces ingérences, constituent des objectifs légitimes d'intérêt général. Toutefois, la Hongrie n'avait pas démontré en quoi les mesures litigieuses contribuaient à atteindre ces objectifs. La Hongrie n'avait notamment pas démontré en quoi les établissements d'enseignement supérieur étrangers qui ne s'étaient pas conformés à ces deux mesures que je viens de décrire pouvaient constituer une menace véritable et suffisamment grave pour l'ordre public. S'agissant de la prévention des pratiques trompeuses, la Cour a relevé que la loi hongroise se fondait sur une présomption générale sans démontrer en quoi les mesures litigieuses contribueraient à diminuer de telles pratiques. De plus, la Hongrie n'avait apporté aucune précision quant au niveau requis de la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, comme la Cour l'a observé dans les affaires jointes Digital Rights Ireland et Zeitlinger, en ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, je cite, « Dès lors que des ingérences dans des droits fondamentaux sont en cause, l'étendue du pouvoir d'appréciation du législateur de l'Union peut s'avérer limitée en fonction d'un certain nombre d'éléments, parmi lesquels figurent notamment le domaine concerné, la nature du droit en cause garanti par la Charte, la nature et la gravité de l'ingérence, ainsi que la finalité de celle-ci. » Le respect du principe de proportionnalité requiert alors que ces ingérences soient limitées au strict nécessaire, ce qui nuance la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle il convient de reconnaître au législateur de l'Union un large pouvoir d'appréciation dans un domaine qui implique de sa part des choix de nature politique, économique ainsi que sociale, et dans lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Il en va de même d'ailleurs lorsque les États membres mettent en œuvre le droit de l'Union. Eux aussi voient leur marge d'appréciation limitée au strict nécessaire lorsqu'ils interfèrent avec l'exercice des droits fondamentaux. On doit néanmoins ajouter que la diversité des éléments à prendre en compte lors de la mise en œuvre de ce principe de proportionnalité fait que l'intensité du contrôle juridictionnel, du respect du principe de proportionnalité, est soumise quand même à une certaine, je cite, géométrie variable, comme l'ont exposé deux organisateurs de ce colloque, dont celui qui m'a si gentiment introduit, Sébastien van Drogenbroek. Par exemple, pour ce qui est de la liberté d'entreprise, la Cour a jugé que, je cite, « La liberté d'entreprise peut être soumise à un large éventail d'interventions de la puissance publique susceptibles d'établir, dans l'intérêt général, des limitations à l'exercice de l'activité économique, de sorte que cette circonstance trouve notamment son reflet dans la manière dont il convient de mettre en œuvre le principe de proportionnalité en vertu de l'article 52, paragraphe 1 de la Charte. » C'est une citation de l'arrêt Sky Österreich de 2013, Grande Chambre de la Cour. En revanche, s'agissant du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel, la Cour a dit pour droit que, je cite, « compte tenu d'une part du rôle important que joue cette protection au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et d'autre part de l'ampleur de la gravité de l'ingérence dans ce droit que comporte la directive sur la conservation des données
des métadonnées, données de trafic, données de localisation des communications électroniques, le pouvoir d'appréciation du législateur de l'Union s'avère réduit de sorte qu'il convient de procéder à un contrôle strict. Tel est également le cas lorsqu'il s'agit d'une mesure qui entraîne une limitation de l'exercice du droit à la liberté consacré à l'article 6 de la Charte, comme le placement d'un demandeur de protection internationale en rétention. J'ai déjà fait référence à l'affaire Al-Khodr, mais il y a aussi donc l'affaire N de la Grande Chambre en 2016. Donc en réalité, on peut dire que lorsqu'il s'agit de l'article 6, le droit à la liberté, ou de l'article 7, l'article 8, le droit de protection de la vie privée, des données personnelles, là c'est un contrôle plus strict. Si c'est plutôt un droit qui se meut dans la sphère de l'économique, comme la liberté d'entreprise, le contrôle est plus lenient, il est plus distant, plus différentiel pour les choix politiques qui ont été faits. Et je peux vous dire, vous savez que j'ai un intérêt académique depuis 40 ans pour le droit constitutionnel comparé des États-Unis d'Amérique, et c'est exactement donc la même la même différence dans le degree of scrutiny, tel qu'on l'appelle là, dans le Bill of Rights, lorsqu'il s'agit de contrôler le respect par le Congrès américain de droits fondamentaux plutôt économiques, par exemple la liberté d'entreprise, mais même aussi donc, le droit de propriété par rapport à d'autres droits fondamentaux de ce même Bill of Rights qui se situe plutôt dans le secteur de la personne en tant que telle. Donc c'est bien sûr les droits ici, mais également par exemple la liberté d'expression qui est aussi vue comme un droit essentiel pour la personne humaine en tant que telle. J'en viens à mon troisième mouvement et mon dernier mouvement, la charte dans ses rapports avec la CEDH et les traditions constitutionnelles communes aux États membres. D'abord, la CEDH. Et là, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture donc, de l'année judiciaire donc, à la Cour européenne des droits de l'homme en janvier 2018, la CEDH et l'ordre juridique de l'Union s'attachent tous deux à protéger les droits fondamentaux. Ça, c'est clair. Mais leur système respectif de protection de ce droit ne fonctionne pas de la même manière. Le système de protection des droits fondamentaux de la CEDH consiste en un contrôle externe sur les obligations que cet instrument international impose aux États contractants, tandis que le système de protection des droits fondamentaux de l'Union est une composante interne de l'État de droit dans l'Union. En cela, la Cour de justice de l'Union européenne est beaucoup plus comparable à une Cour constitutionnelle ou une Cour suprême d'un État membre de l'Union, mais à l'échelle de l'ordre juridique de l'Union en tant que tel. C'est une Cour constitutionnelle suprême de l'ordre juridique de l'Union, pensée comme un ordre juridique interne aux 27 États membres qui s'intègrent dans l'ordre juridique national. Tandis que la Convention européenne des droits de l'homme est un système extérieur aux ordres juridiques internes des États contractants à la CEDH. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ordre juridique de l'Union est appelé à adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Ça positionne l'Union européenne comme un ordre juridique interne en tant que tel par rapport au système de contrôle externe que constitue la CEDH. C'est ce que la Cour a expliqué dans plusieurs arrêts, entre autres, oui, aussi dans l'avis sur l'adhésion de l'Union à la CEDH, et je souligne que la Cour n'a jamais rejeté le principe de cette adhésion. Cette adhésion devra se faire, ça découle de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, mais elle devra se faire en tenant compte des conditions
des conditions dans lesquelles cette adhésion se fera, conditions qui sont en réalité établies dans le protocole 8 attaché au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et maintenant, la reprise des négociations vise à rencontrer ces conditions pour que l'Union puisse, en effet, et enfin, je dirais, adhérer. Mais ce qui est important maintenant pour le développement de notre jurisprudence, c'est l'article 52, paragraphe 3 de la Charte, qui dit que, donc c'est un article, je cite, qui vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH. Et je cite ici les explications relatives à la Charte, sans que cela porte atteinte à l'autonomie du droit de l'Union et de la Cour. Tout ça découle des explications relatives à l'article 52, paragraphe 3 de la Charte. Alors, la Cour mentionne systématiquement la jurisprudence de Strasbourg. Il y a une grande convergence jurisprudentielle entre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne. Et ça pour une cause évidente. Il n'est pas pensable que les 27 États membres qui sont tous parties contractantes à la CEDH et qui ont créé ensemble, en tant que Herren der Verträge, le droit de l'Union, que cette union qui leur est commune ne soit pas, à tout le moins, comme seuil minimal, absolument en phase avec la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour cette raison, nous citons systématiquement, mais nous allons parfois plus loin. Et je donne un exemple récent de cela. Effectivement, l'article 52, paragraphe 3 de la Charte, ainsi que l'article 53 de la Charte, considèrent la CEDH comme un facteur de protection minimal. Et je vous renvoie à cet égard à un arrêt très récent de notre Cour. C'est un arrêt à un nom imprononçable parce que c'est un long nom en langue hongroise, hein, mais c'est Országos et puis beaucoup d'autres mots sur le placement de demandeurs d'asile dans la zone de transit de Röszke. Il y a ces deux zones de transit, Röszke et Tompa, à la frontière serbo-hongroise. Là, la Cour européenne des droits de l'homme, en grande chambre, dans l'affaire Ilias et Ahmed contre Hongrie, a considéré que ceci n'était pas une privation de liberté contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans son arrêt, donc c'est un arrêt de grande chambre rendu à 17 juges, donc à Strasbourg. Notre Cour, dans un arrêt du 14 mai 2020, prend acte de cet arrêt, mais indique que ce degré de protection, pour nous, il est insuffisant. Pour nous, il s'agit d'une privation de liberté, d'une rétention contraire à l'article 6 de la Charte, donc on est manifestement allé au-delà de la protection en fait absente dans cet arrêt Ilias et Ahmed contre Hongrie, et ça pour un droit, je vous l'ai dit, article 6 de la Charte, qui pour nous est vraiment, même si ce n'est pas un droit absolu, privation de liberté, mais qui est quand même, je l'ai dit, en parlant du principe de proportionnalité, un droit fondamental par rapport auquel c'est le test de la stricte nécessité qui s'applique. Appliquant ce test, nous avons dit que c'est une violation flagrante même de l'article 6. On a condamné tout le système et, comme vous le savez, dans les 10 jours qui ont suivi cet arrêt, la Hongrie a évacué ces deux camps qui étaient les zones de transit par un nom très euphémique. Et donc, notre arrêt a été loyalement exécuté par la Hongrie
et c'est tout à l'honneur de l'Hongrie que je le dis. Donc c'est un exemple récent de 2 arrêts à 6 mois d'intervalle entre la Cour européenne des droits de l'homme, grande chambre, qui dit pas de privation de liberté, la Cour de justice de l'Union européenne, grande chambre, dit exactement le contraire, dit c'est de toute évidence une privation de liberté, c'est une rétention, et donc ça doit cesser aussitôt, ce qui fut fait dans les 10 jours après notre arrêt. Pour ce qui est des traditions constitutionnelles communes, et je vois que le temps avance trop vite, mais mon texte écrit sera beaucoup plus complet sur certaines des choses dont je parle ici oralement. Donc là, je dois dire que la question de savoir si un État membre peut aller au-delà du niveau de protection des droits fondamentaux offerts par le droit de l'Union. Comme vous le savez, c'est un grand débat en doctrine. En réalité, pour être un peu plus concis que le texte préparé que vous allez lire donc dans les actes de ce colloque, la chose est très simple. Lorsque le droit de l'Union a complètement harmonisé une matière, là, cette harmonisation complète doit bien sûr être conforme à la Charte des droits fondamentaux que nous interprétons de manière très exigeante. J'espère que ce que j'ai dit jusqu'à présent vous en convainc. Si cette harmonisation complète est conforme à la Charte, c'est final stop. C'est le cas de figure Meloni. Ça veut dire, Meloni, c'est le mandat d'arrêt européen, on exécute le mandat ou on ne l'exécute pas. C'est binaire, c'est oui ou non. Il n'y a rien entre les deux. Donc le législateur de l'Union a harmonisé complètement les conditions qui doivent être remplies pour qu'une personne condamnée alors qu'elle n'était pas elle-même présente à son procès, in absentia, soit quand même censée avoir joui des droits à la protection juridictionnelle complète et des droits de la défense. C'est lorsque cette personne a connu le lieu et le temps du procès et a été représentée à tous les stades de la procédure par un avocat de son choix. Lorsque ces conditions cumulatives sont remplies, cette personne est censée avoir délibérément et volontairement renoncé donc, à être personnellement présent à son procès. Ceci est en phase avec les traditions constitutionnelles dans la quasi-totalité de nos États membres et parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, dans l'arrêt Meloni, nous l'avons considéré, cette réglementation de l'Union, comme étant conforme à la Charte, interprétée à l'aune tant de la CEDH que des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Le fait que la seule Espagne donc, a une règle qui dit que même dans de telles circonstances, le procès doit être refait et qu'elle voulait conditionner la remise de ce monsieur Meloni de l'Espagne à l'Italie pour que là, il exécute la peine privative de liberté, ça ne marche pas. Parce que tous les États membres là doivent être égaux devant le droit de l'Union. Par contre, si le droit de l'Union laisse la moindre marge d'appréciation politique aux États membres, comme par exemple toutes ces dispositions qui disent que les États membres doivent prendre des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, bien sûr, donc pour sanctionner le respect du droit de l'Union. Je me réfère à Åkerberg-Fransen, la directive TVA qui avait une telle disposition. Il est clair que les États membres peuvent exercer cette marge d'appréciation en prenant toutes sortes de mesures. Là, notre jurisprudence dit, ces mesures-là, qui certes doivent produire un certain résultat préconisé par le droit de l'Union, ces mesures doivent en premier lieu être conformes à la Constitution nationale et au niveau de protection des droits fondamentaux
contenus dans la Constitution nationale. C'est le point 29 de l'arrêt Åkerberg-Fransen. Ici, je cite même le point précis pour que vous puissiez, académiques entre vous, le vérifier. Donc là, c'est depuis le 26 février 2013 que la Grande Chambre de la Cour dit les droits fondamentaux nationaux sont là la base, mais à deux conditions. Il faut que ces droits fondamentaux nationaux soient appliqués, bien sûr, avec la Charte des droits fondamentaux comme minimum de protection. Donc, ils peuvent faire mieux, mais pas moins. Et deuxièmement, il faut quand même vérifier à ce que ça ne sape pas complètement l'effet utile du droit de l'Union. Donc, c'est une question de faire la mise en balance, mais là, le droit national a également les outils pour le faire, parce que aussi le droit national permet des limitations aux droits fondamentaux dans le cadre de ce qui est la poursuite d'un objectif d'intérêt général, que ça ne soit pas contraire au contenu essentiel, et ainsi de suite, et que ça soit conforme au principe de proportionnalité, etc. Donc ça, c'est la façon dont ça fonctionne. Et à côté de l'arrêt Åkerberg-Fransen, vous avez un exemple de cela dans le fameux arrêt MAS-MB, aussi appelé Tarico 2, où la Cour a dit que la prescription en matière pénale, le délai de prescription et le régime de prescription en matière pénale n'a pas encore été harmonisé du tout au niveau du droit de l'Union. Donc, même pas lorsque des procédures pénales servent à sanctionner en réalité les violations du droit de l'Union. Dans ce cas, chaque État membre exerce sa propre compétence. Le principe de l'autonomie procédurale des États membres en matière pénale. L'Italie, qui considère la prescription en matière pénale comme faisant partie du droit pénal matériel, est donc soumis au principe nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege, le principe de l'égalité en matière pénale, alors que plein d'autres États membres considèrent la prescription comme étant une disposition de prescription. Même la Cour européenne des droits de l'homme considère la prescription en matière pénale comme un aspect procédural qui ne tombe pas sous le régime nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. Nous avons dit il n'y a pas eu d'harmonisation globale. Les États membres exercent leurs propres compétences. Ils ont donc le droit de considérer ça de manière plus exigeante que ne le requiert la Cour européenne des droits de l'homme. Et la jurisprudence constitutionnelle de la plupart de nos États membres, l'Italie est plus exigeante à cet égard. Elle peut l'être parce qu'on se trouve ici dans une matière qui n'a pas été entièrement harmonisée. Et donc, les standards de protection des droits fondamentaux peuvent être plus exigeants que la Charte des droits fondamentaux, que la CEDH et que les standards constitutionnels d'autres États membres. C'est le droit à la diversité. Donc, vous voyez qu'aussi en matière de droits fondamentaux, notre Cour a une jurisprudence maintenant très articulée et très délibérée pour faire la balance entre ce qui vraiment requiert l'unité. C'est le cas de figure Meloni, mais on n'a pas tellement d'arrêts. Il y en a quelques autres, comme Egenberger, donc IR, il y a d'autres exemples. Et puis ensuite, la diversité. Et je note avec grand plaisir que le Bundesverfassungsgericht, après des années de tergiversation, donc c'est-à-dire de doute et donc de jurisprudence peu claire, dans deux arrêts du 6 novembre 2019 que vous trouvez sur le site web du Bundesverfassungsgericht, Recht auf Vergessen 1, Recht auf Vergessen 2, c'est-à-dire le droit à l'oubli 1, le droit à l'oubli 2, reprend exactement cet enseignement de notre jurisprudence en faisant, comme le Bundesverfassungsgericht le fait à merveille, donc toute la thématisation conceptuelle des deux cas de figure. Et ce qui est un pas majeur pour le thème qui nous occupe aujourd'hui, le Bundesverfassungsgericht dit, lorsque
le droit de l'Union a entièrement harmonisé, pleinement harmonisé. En allemand, ils disent Anwendung unionsrechtlich vollständig vereinheitlicher Regelungen. Donc, harmonisation complète. Et il cite expressément Meloni avec approbation comme un cas de cette nature. Alors ils disent, ce qui est vraiment un paradigm shift sans précédent dans leur jurisprudence, ils disent le standard de protection pertinent, protection des droits fondamentaux pertinents, ne découle plus du tout des droits fondamentaux de la Grundgesetz, de la loi fondamentale, mais sur la base du principe de primauté du droit de l'Union, Anwendungsvorrang, exclusivement de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et donc, la Verfassungsbeschwerde, le recours constitutionnel contre des mesures allemandes qui mettent en œuvre des dispositions de droit de l'Union qui sont entièrement unifiées, harmonisées pour donc toute l'Union, le standard de contrôle de compatibilité avec les droits fondamentaux, standard de contrôle mis en œuvre par le Bundesverfassungsgericht, ne sera plus du tout la loi fondamentale, mais la Charte des droits fondamentaux. Et en cas de doute, le Bundesverfassungsgericht fait le renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Si par contre, il y a encore une marge d'appréciation politique pour les États membres, il appelle ça Gestaltungsspielräume der Mitgliedstaaten ou gestaltungsoffene Bereiche des Unionsrechts. Ce sont donc des domaines de droit de l'Union dans lesquels les États membres jouissent donc d'une marge d'appréciation. Là, il cite ce paragraphe que j'ai cité, expressément 29 de Åkerberg-France, et ils disent, conforme avec ce paradigme, nous appliquons dans un premier mouvement les droits fondamentaux de la loi fondamentale, mais nous vérifions toujours si ça rencontre le minimum de la charte, et s'il y a un doute à ce propos, on renvoie également à la Cour de justice. Dans les deux affaires, Recht auf Vergessen 1, Recht auf Vergessen 2, ils n'ont pas dû nous renvoyer parce qu'ils citent in extenso notre jurisprudence Google Spain de 2014 et les deux arrêts de la grande chambre de notre cour du 24 septembre 2019, c'est-à-dire les affaires GC et les affaires Google, donc, et l'affaire Google, qui ont développé la jurisprudence Google Spain, le droit à l'oubli, qui est maintenant codifié dans l'article 17 du Règlement général sur la protection des données, et il applique fidèlement et loyalement cette jurisprudence pour la mise en balance des droits fondamentaux en cause, c'est-à-dire d'un côté le droit de protection de la vie privée et des données personnelles, et de l'autre côté le droit, l'article 11 de la charte, donc de liberté d'expression, d'accès à l'information, etc. Et fidèlement à cette jurisprudence du 24 septembre 2019, il met en œuvre cette jurisprudence dans les deux cas qui les occupaient. Donc pour vous dire, et c'est peut-être une note très positive et constructive sur laquelle je peux conclure, oui, après 20 ans, la charte est devenue partie intégrante du cadre constitutionnel de l'Union européenne comme système de gouvernance commune aux États membres, comme espace juridique commun aux États membres. C'est un espace qui fonctionne comme un ordre juridique interne dont la Cour de justice de l'Union européenne donc joue le rôle de Cour suprême, oui, mais aussi de Cour constitutionnelle. Elle fait ça pas en isolation, c'est toujours cette mécompréhension donc de l'autonomie, elle fait ça d'une manière entièrement reliée aux ordres juridiques avoisinants, au premier chef les ordres juridiques de ses propres États membres, avec cette riche jurisprudence constitutionnelle de ces États membres, et de l'autre côté, bien sûr, la CEDH. Je crois donc que la charte a rempli jusqu'ici les promesses inhérentes à son adoption. Il est clair que la Cour reste très, très engagée
de l'appliquer. Ça se montre aussi dans les chiffres. L'année passée, la charte a joué un rôle réel, donc, c'est-à-dire un rôle décisif dans les motivations de la Cour, donc de ces arrêts, dans 16% des cas clôturés. C'est-à-dire sur 865 affaires clôturées, 135 ont fait usage de la charte sous un angle pertinent, mais dans le raisonnement même de la Cour, sous-tendant le dispositif de l'arrêt en cause. Ce qui prouve que la charte, donc depuis ses 11 ans d'application en tant que droit primaire, a donc pleinement donc acquis sa place donc dans notre jurisprudence. Et je dirais pour conclure que dans ces moments incertains et difficiles, qui d'ailleurs posent des défis nouveaux pour la protection des droits fondamentaux, une protection efficace des droits fondamentaux requiert que des juridictions qui partagent le même espace judiciaire européen construisent ensemble et dans le respect mutuel ce socle de protection des droits fondamentaux. Il ne s'agit pas de construire des murs autour des ordres juridiques respectifs. Il s'agit plutôt de construire des ponts de compréhension, je dirais même de fécondation réciproque. Et je crois qu'avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, telle qu'interprétée par la Cour de justice, nous avons enfin l'instrument qui permet à la Cour de justice de l'Union européenne de jouer pleinement son rôle de bâtisseur, je dirais, de l'héritage européen de protection des droits fondamentaux. Je vous remercie.